bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Actu Bourse, le magazine des tendances de marché et des sociétés cotées. Et j'ai le plaisir de retrouver pour ce numéro Laurent Denis, directeur des investissements de Odo BHF Asset Management. Bonjour Laurent. Bonjour Laurent. Alors, on se retrouve comme à chaque trimestre pour faire le point sur les perspectives macroéconomiques. On s'était quitté, je crois, en octobre 2022. On avait parlé notamment du retour en grâce du marché obligataire, de la catégorie obligataire. On est en janvier 2023. Eh ben, on va voir avec vous quels sont les défis qui nous attendent cette année. Le sujet central, celui par lequel j'avais envie de commencer, celui de l'inflation. On a passé toute l'année dernière à guetter, à espérer ce pic d'inflation, ce ralentissement. Il semble, vous pouvez peut-être me dire que c'est pas vrai, mais il semble quand même se matérialiser, le pic semble passer et justement on a l'impression que les marchés sont déjà enclins à tourner la page, peut-être d'ailleurs un petit peu trop vite au goût des banques centrales qui ont réaffirmé, elles, leur attachement à la poursuite du resserrement monétaire. Est-ce que ça reste la problématique de 2023 ? Clairement. Mais là, je pense que les marchés ont eu raison. En fait, on a vu un pic d'inflation en octobre-novembre qui s'est matérialisé avec une décélération de l'inflation exogène, le coût des intrants, les disruptions des chaînes d'approvisionnement qui se sont résorbées, et puis la baisse du coût de l'énergie. Et ça, c'est vraiment l'élément qui a fait basculer toute la partie exogène, notamment au niveau des produits, de manière vraiment conséquente. On est passé de plus de 9% aux États-Unis à 6% autour. Et puis on voit aussi une décélération en Europe, même si on a un effet retard à peu près de 6 mois. Donc oui, les investisseurs ont eu raison. Et on avait parlé de crédit, effectivement, c'est ce qu'il fallait faire. Puisque à ce moment, en fait, au pic de l'inflation, effectivement, on a eu un pic des taux. Et donc au pic des taux, il faut investir dans l'obligataire. Donc c'est ce qu'il fallait faire. Est-ce qu'on est sorti de l'auberge ? Parce que c'est un petit peu la question. Alors, l'inflation, c'est une accélération, c'est une dérivée secondaire. On a tellement accéléré qu'il est normal qu'on décélère aussi très très fort. On a un effet de base, on va dire, très fort, qu'on a tellement accéléré en 2022, mathématiquement, on devrait voir une décélération. Et ça va aller vite. Alors après, la problématique, elle est sur les services, parce que de ce côté-là, en revanche, on n'a pas vu l'inflation cœur sur les services baisser. Et donc, on a toujours cette problématique et ce questionnement de cette inflation qui pourrait se désancrer et notamment avoir des effets de second tour sur les salaires. Et donc les banques centrales, oui, vont continuer à monter les taux. Ça, en douter, c'est se tromper. Mais attention, les marchés, c'est du timing. Et donc on est dans la phase de décélération. On est dans la phase où on va observer encore en fait une baisse de l'inflation mesurée sur les prix. Le prix des biens, ça c'est déjà bien en place, mais aussi vraisemblablement le prix des services. En revanche, attention, parce que la deuxième phase liée à un événement qu'on n'attendait pas aussi rapide, c'est le décloisonnement chinois, la fin du zéro Covid, qui fait qu'aujourd'hui, on va peut-être avoir en fait une accélération avec des prix des matières premières qui remontent. Donc deux phases, une première de décélération qui va nous prendre peut-être l'année avec cet effet retard en Europe, mais attention à la fin de 2023 qui là, on pourrait reparler d'inflation. Exactement, et on en parlera vraisemblablement avec toutes les parties matières premières, etc. Bon, l'autre aspect de cette lutte contre l'inflation, justement menée par les banques centrales, ce resserrement monétaire, c'est le risque de récession. On en a déjà parlé en fin d'année dernière. Est-ce que aux États-Unis, notamment la trajectoire qui est visée par Jérôme Powell, celle d'un soft landing de l'économie, c'est-à-dire on va resserrer suffisamment pour juguler l'inflation sans complètement détruire la croissance, est-ce que ça vous paraît réaliste ? Alors, ça paraissait irréaliste il y a encore 2 mois, mais effectivement, on est dans une configuration où... C'est jouable. On commence à observer, et lié à l'événement dont je viens de parler aussi, au redémarrage de la Chine. Donc, parce qu'au final, on a beau parler de déglobalisation, on reste quand même dans une économie globalisée, et donc il y a une sensibilité des économies américaines, européennes encore plus, à l'activité chinoise. Et ça c'est certain. Mais même au niveau domestique, en fait, la vraie question, c'est la consommation. Est-ce que le consommateur américain va craquer ? On a vu une baisse du taux d'épargne. On était à 2,4 trillions de dollars. On a divisé par 2, en gros. Mais il y a encore une réserve. Voilà, il y a encore une réserve. Et puis il faut savoir aussi que le ménage américain peut se réendetter, ce qu'il n'a pas fait. Et là, les taux se sont plutôt stabilisés. Donc,
il a vu son salaire monter, donc après, peut-être pas autant que l'inflation qu'on a observée l'an dernier, donc en réel, parce que c'est vraiment, il faut parler en réel aujourd'hui, effectivement, il a perdu un peu de revenus disponibles, mais si l'inflation du carburant, du prix de l'alimentation continue à baisser cette année, ce qui vraisemblablement va s'observer, eh bien, son salaire, lui, ne va pas baisser, donc il va peut-être avoir un peu plus de marge de manœuvre, et donc la capacité à toujours consommer. C'est la grande question, et vous avez raison de la poser, qui fait que on va peut-être arriver à ce soft landing ou pas. En tout cas, les probabilités de récession aux États-Unis sont un peu plus faibles à cause de ces phénomènes justement de baisse du coût de l'énergie et finalement de résilience en fait de l'économie, macroéconomie et des sociétés aussi qui traversent très très bien cette crise. Donc au final, on a, oui, une possibilité de soft landing. C'est très instable, c'est très compliqué de dire oui, on va y arriver. C'est une possibilité qui grandit quand je vous écoute. Exactement. Pourquoi ? Parce qu'on est proche du taux terminal. Aux États-Unis, il reste encore peut-être 25, 50 BP, mais on est plus très loin. Et au final, les banques centrales vont peut-être être sur un plateau, donc le durcissement des conditions financières qu'on a observé ne va plus se mettre en place. Donc, tant qu'on a de l'épargne de l'autre côté, c'est la balance entre l'épargne et puis ce durcissement des conditions financières. Équilibre instable, mais équilibre qui peut faire ce soft landing. Bon, ça c'est pas mal pour les États-Unis. Quand on regarde l'Europe, on est dans une situation, on a moins de croissance, situation plus fragile, et puis quand même une problématique des coûts de l'énergie, même si vous l'avez dit, ça va un petit peu mieux, qui va quand même durer. Est-ce qu'on peut, nous aussi, espérer ce scénario un petit peu optimiste ? Ah ben non, là, je vous trouve très pessimiste. J'étais en Allemagne encore, mais là, il faut voir la différence je dirais, d'humeur de nos amis allemands qui sont passés d'un pessimisme mais magistral à noir. Mais alors, pourquoi ? Parce que leur facture d'énergie a été divisée par 2. Oui. Il y avait 50% en fait, des sociétés industrielles à forte consommation énergétique qui étaient à l'arrêt. Et on anticipait même que ça puisse monter peut-être à 80% si les prix du gaz ou de l'électricité continue à monter. Mais là, qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, le prix du gaz, aujourd'hui, il est en dessous des 70 euros par mégawattheure. Donc, et on en cible peut-être 50 euros. Ça veut dire que si on passe en dessous des 50 euros, il n'y aura plus que 10% en fait, des sociétés industrielles, ces mêmes sociétés qui seront à l'arrêt. Donc, la configuration de récession qui était quasi certaine en Allemagne il y a un mois, je me dis bien un mois, mais c'est complètement inversé. Et donc, cet optimisme, non, il n'est pas vain et surtout, je pense qu'il est légitime en fait. On voit, on observe en Allemagne un vrai changement de ce côté-là. Est-ce que, alors je suis désolé, vous allez encore me trouver sans doute pessimiste, mais sur l'Europe, est-ce qu'on ne se pose pas aussi la question d'avoir finalement, si malgré tout on devait avoir une dégradation de l'activité, peut-être un peu brutale, une marge de manœuvre des États budgétaires bien rognée par le fait que les taux ont remonté et l'endettement en Europe commence à devenir un vrai problème? Non, là pour le coup, là je vous rejoins. Là on peut être pessimiste. Là c'est le perturbateur possible en fait de ce panorama un petit peu rose. Voilà, c'est une situation qui se passerait très très bien. Oui, on va avoir des déséquilibres budgétaires. L'Allemagne qui relance avec son plan de 200 milliards et puis l'Italie, l'Espagne qui sont dans l'incapacité de le faire. Pourquoi ? Parce qu'on a ces ratios de dette sur PIB qui sont très élevés. La France aussi un petit peu. La France qui commence avec ce quoi qu'il en coûte qui ne finit pas de finir. Donc peut-être dans une situation effectivement équivalente dans le futur, on n'en est pas là. Mais oui, il faut une cohésion en Europe et il ne faudrait pas en fait que et la BCE, on l'a dit, va monter ses taux, qu'on assiste à une fragmentation. Comment ça va être appréhendé par les Européens, les gouvernements ? Est-ce qu'il va y avoir redistribution ? Est-ce qu'on va avoir en fait une cohésion dans la possibilité d'émettre des obligations européennes ? Et donc la redistribution de cette façon-là, une autre façon, on ne sait pas. En tout cas, oui, ça sera un des paramètres à observer. Et effectivement, on peut être un tout petit peu inquiet. Pourquoi ? Parce que la cohésion franco-allemande... il y a eu des efforts, là, on a vu... il y a des efforts, mais elle met du temps à se mettre en place dans les faits. Donc attention quand même. Bon, point de vigilance pour 2023. Vous l'avez évoqué, Laurent, on a beaucoup parlé de l'Europe, des États-Unis, mais il y a la Chine, avec ce revirement, là aussi, complètement dingue, on peut le dire, sur la politique Covid. On est passé de l'extrême fermeté à la
très grande souplesse, du coup une Chine qui redémarre, ça, j'ai envie de dire, c'est plutôt bon signe pour l'économie mondiale. Exactement. Ouais. Et en fait, là aussi, je vais parler d'épargne. En fait, l'épargne des ménages chinois, en fait, il a monté de 1,4 trillion de dollars pendant cette période. Et ça fait 3 ans que les Chinois n'ont pas consommé. Donc, vous imaginez donc, bien. Donc, il y a un petit bas de laine qu'on peut avoir envie de dépenser. Après, évidemment, ce que tous les économistes stratégistes disent, oui, mais attention, parce qu'il y a tout un pan de l'économie qui est plombé. Excusez-moi d'employer ce terme, mais c'est vraiment ça avec l'immobilier. Ouais. Certes, mais les dépenses en infrastructure sont en train de monter. Et puis, on est aussi sur la volonté et la nécessité absolue, en fait, du gouvernement de lutter contre cette décroissance qui, en fait, met à mal le pacte social. Et il faut trouver de l'emploi, en fait, aux gens qui viennent des campagnes pour venir à la ville. Donc, cette problématique, elle doit être adressée. Elle est adressée de manière extrêmement rapide, avec beaucoup d'incertitudes sur la capacité à encaisser cette non-immunité. Parce que c'est quand même ça. Et donc, combien de morts? Bon, on sait que les chiffres sont un peu truqués, mais à minima, la consommation domestique va reprendre. Et puis, je vous rappelle que le yuan est quand même assez faible, donc les exportations aussi devraient être aussi un support. Donc oui, on est assez confiant sur le redémarrage, non pas simplement de la Chine, mais de la zone asiatique, qui est très sensible. Et puis de l'Europe. L'Allemagne, c'est quand même un Chine qui va mieux, c'est une Allemagne qui va mieux. Et c'est pareil que le bâtiment. Pour l'Allemagne. Quand la Chine va, tout va. Voilà. Ouais. Bon, ben voilà, c'est bien résumé. Une fois qu'on a dit tout ça, qu'est-ce que ça nous donne comme piste pour investir? Forcément, vous me voyez venir. On en a parlé, les obligations d'entreprise qui ont signé leur grand retour en seconde partie de 2022. Si on s'intéresse au marché obligataire pour commencer, ça, c'est une tendance qui peut durer en 2023? Oui, alors les spreads, donc les primes de risque, dans notre jargon, se sont resserrés. Donc, en fait, on a vu une amélioration du risque. Donc, c'est un petit peu moins bon marché qu'en octobre. Mais en fait, on a observé en décembre une remontée des taux. Pourquoi? Parce qu'on l'a aussi évoqué, les banques centrales sont toujours dans un durcissement. Ça continue à resserrer. Voilà. Donc en fait, on a des spreads qui se sont resserrés, mais des taux qui ont remonté. Donc on n'est pas très loin des plus hauts, à la fois sur les obligations de qualité, sur les obligations qu'on appelle high yield, de moindre qualité, haut rendement, exactement. Donc oui, il faut continuer à y aller. Pourquoi? Parce qu'à ce moment du cycle, en fait, c'est toujours intéressant. On est passé d'un univers de taux 0 à un univers de taux à 4% ou quasiment 8%. Mais ça vous permet de lutter contre l'érosion du capital liée à cette inflation qui va baisser, mais qui se rapproche des 4%. Donc oui, on y va. Mais on ne fait pas que ça. On accompagne le cycle. Ça, c'est au début. Et ensuite, il faut faire des actions. Alors justement, transition toute trouvée après la correction de 2022. Même si l'année s'est jouée en plusieurs temps, l'année 2022, est-ce que les valorisations des actions sont raisonnables à un moment où peut-être on s'attend à ce que les marges des entreprises soient quand même un petit peu sous pression? Alors, tout à fait. La vraie question, c'est ça. En fait, les valorisations, elles dépendent effectivement des résultats des entreprises. La rentabilité qui va derrière. Bon, mais quelles sont ces anticipations? Parce que c'est ça, elles ont été révisées fortement. Aujourd'hui, on est à 0 à peu près sur l'Europe. C'est la première fois d'ailleurs depuis de nombreuses années que l'ensemble des analystes est d'accord sur ce 0. Mais sur ce 0, ça signifie quoi? Ça signifie qu'avec une inflation à 6-7%, en fait, on est en négatif. En fait, donc... on est en négatif alors que la croissance nominale du dernier trimestre, elle était à quoi? Vers 10%. Les salaires, en fait, en réel, ont baissé. Les coûts des intrants, les commodités, etc., a baissé. De l'autre côté, les sociétés ont réussi à passer les hausses de prix. Alors, ça va être plus compliqué. Mais les anticipations aujourd'hui de baisse de résultats, elles sont déjà dans les cours. Trop pessimiste, limite, quand je vous écoute. Presque. Alors, on a vu énormément de sociétés là récemment, notamment des sociétés allemandes, parce que la vraie question, elle est là. Vous l'avez évoqué, très bien évoqué tout à l'heure. Et en fait, ils sont de plus en plus optimistes. Et donc, on va peut-être avoir des surprises positives. Et qui dit surprise positive dit aussi rattrapage et fin de compression des multiples. Et donc, on pourrait avoir, avec des flux, un repositionnement des investisseurs sur l'Europe, sur les marchés qui sont décotés. Europe, Japon et Chine. Et pourquoi? Parce que en fait, l'ensemble des investisseurs étaient plutôt sur les États-Unis. Donc, on voit aussi l'annulation de ce qu'on appelle des carry trades, puisque les parités de change vont être aussi un des gros paramètres à prendre en compte. Si on anticipe en fait que l'euro puisse s'apprécier, le dollar se déprécier, on va avoir ces investisseurs qui sont souvent des hedge funds vendre leurs actifs en dollars et acheter des actifs en euros.
et donc pousser les valorisations vers des plus hauts. Donc il faut vraiment prendre ça en compte comme étant peut-être le paramètre qui va en fait dicter la performance et un tout petit peu moins la macro, un tout petit peu moins la micro, en tout cas à minima ce paramètre comme étant un des 3 critères d'investissement. Et ce critère d'investissement, il n'est pas encore complètement échoué. Pourquoi? Parce que les investisseurs institutionnels ne sont pas revenus sur le marché. Ils sont encore extrêmement prudents. Il y a une sorte de pessimisme à guetter un petit peu. Exactement. Donc en fait, la dynamique de flux des capitaux est en train de changer la donne et de permettre peut-être un redémarrage justement des investissements sur ces zones qui avaient été un petit peu délaissées. Année 2022, année de l'aéronautique défense, de l'énergie, je regarde un petit peu la France, mais on a retrouvé un peu ces tendances, du luxe dans une certaine mesure. Quels sont les secteurs qu'aime bien Laurent Denise en 2023 Dans ce cadre-là, si on estime en fait qu'on ne tombe pas en récession en zone euro, ce qui commence à être notre scénario, donc on va dire un petit peu entre les deux, mais pas de récession, il faut revenir sur des valeurs décotées, des valeurs un petit peu industrielles. Ce serait le retour de la value, Laurent, enfin alors c'est toujours pareil, à chaque fois on se trompe. Donc allez, je vais me lancer. Oui, en fait, en tout cas, c'est un de nos paris. Mais on sait que c'est aussi un pari risqué. Donc en fait, on met en face de quoi? On met en face d'un investissement sur les technologiques. On revient sur les technologiques. Pourquoi? Parce que ça a été le bain de sang l'an dernier à Annus Horribilis, mais pas tous les segments. Et notamment, il y a certains segments, le segment de l'intelligence artificielle, ce qu'on appelle du cloud computing, les sociétés comme Microsoft, les semi-conducteurs, c'est beaucoup plus risqué, mais si vous voulez prendre un peu moins de risques, vous allez investir en Corée, sur les indices coréens. En fait, on a tous ces pans en fait, de la technologie qui ont dérété, qui sont tellement dévalorisés que même si on a un environnement, honnêtement, et puis vous avez une balance entre des valeurs de croissance, des valeurs décotées, et donc finalement, en risque, en fait, vous diversifiez votre risque. Donc, avancer comme ça me paraît une bonne idée. Est-ce que l'amoureux des small et mid cap que je suis, des petites et valeurs moyennes, lui aussi a une chance de voir un petit peu le secteur qu'il affectionne un peu plus briller cette année? J'ai peur d'être un tout petit peu pessimiste. Je crois qu'il va falloir attendre quand même la deuxième partie de l'année. Pourquoi? Parce que oui, on est dans une décote majeure, pas observée depuis 2008, donc par rapport au large cap. Mais c'est un gros mais. En fait, tant qu'on est dans une trajectoire de banque centrale toujours haussière en termes de taux, il est trop tôt pour investir. En fait, l'aspect monétaire est important et la liquidité, ça dicte en fait les mouvements de liquidité vont plutôt favoriser les larges dans un premier temps que les small. Donc attention là aussi à ce timing qui va vous permettre ou pas de faire de la performance, donc plutôt en deuxième partie d'année. Mais oui, il faut regarder les small caps et vous avez raison. Bon, voilà, toujours très clair et pédagogue. J'ai compris quand même que beaucoup de choses risquaient de bouger, une année très mouvante, pas mal de choses. Je pense qu'on va avoir une année en plusieurs temps. Il va falloir qu'on se retrouve dans 3 mois pour en parler. Là. Avec grand plaisir. Alors. Merci beaucoup. Merci. L'Actu Bourse, c'est fini pour aujourd'hui. À très bientôt pour un nouveau numéro.